C'est l'histoire d'un meurtre étrange. Un crime sauvage, une scène de crime sanglante, un couple à la Bonnie and Clyde qui s'évapore dans la nature. Interpol vient en aide à la police pour retrouver les principaux suspects, où qu'ils se cachent. Des États-Unis à la Thaïlande, à la poursuite des amants meurtriers. Vous écoutez Interpol, les amants meurtriers. Première partie. 3 avril 1985, le shérif adjoint Ricky Garner regagne en voiture le poste de police du comté de Bedford. Peu après 16 heures, il entend un appel radio. Le bureau du shérif du comté de Bedford a reçu un appel d'un groupe de dames. Elles s'étaient rendues au domicile de Derek et Nancy Haysom pour jouer au bridge. Elles ont frappé à la porte des Haysom, mais personne n'est venu leur ouvrir. Le shérif a envoyé des hommes sur place pour une vérification de routine. Pourtant, Garner remarque quelque chose d'inhabituel dans la communication. Ils n'ont pas rappelé sur la radio. Les policiers transmettent leur rapport par téléphone pour ne pas être entendus de tous, une procédure employée uniquement dans les situations les plus sérieuses. Pour l'inspecteur Garner, ça ne présage rien de bon. À ce moment-là, je me suis dit que quelque chose n'allait pas, et j'ai écouté un peu plus attentivement. Le central ordonne à toutes les voitures de se rendre d'urgence au domicile des Haysom. Derek et Nancy Haysom habitent une modeste demeure dans un quartier chic de la ville. Les hommes de la police scientifique sont déjà sur les lieux lorsque Garner arrive. Quand j'ai pénétré dans la maison, j'ai vu un homme étendu sur le sol, à gauche de la porte d'entrée. Il gisait dans une mare de sang séché. Derek Haysom a la gorge tranchée. Il a reçu des dizaines de coups de couteau. L'état du corps semble indiquer que la mort remonte à plusieurs jours. L'inspecteur Garner suit une trace de sang qui mène à la cuisine. C'est là qu'il découvre le corps de Nancy Haysom. Son corps baignait également dans une grande flaque de sang séché. Comme son mari, Madame Haysom a eu la gorge tranchée. Comme lui, elle a reçu de nombreux coups de couteau. Ça faisait à peine 6 mois que j'étais inspecteur. C'était donc la toute première fois qu'on m'envoyait sur une scène de crime. Mais il était clair, même pour un jeune inspecteur sans expérience, que les meurtres avaient été très violents et que les victimes s'étaient défendues. Garner interroge les femmes qui ont découvert les corps. Elle jouait régulièrement au bridge avec Derek Haysom. Sa partie de bridge hebdomadaire était sacrée pour Derek. Il ne la manquait jamais. Voyant qu'il ne leur ouvrait pas la porte cet après-midi-là, elles se sont inquiétées. Pour Garner, ces 2 meurtres ne répondent à aucune logique. Ils semblent avoir été perpétrés au hasard. Il interroge les voisins des Haysom, espérant qu'ils ont aperçu quelque chose. L'enquête de voisinage n'a pas donné grand-chose, car c'est une zone isolée, où les gens peuvent aller et venir sans être vraiment remarqués. Malgré la violence des crimes et les signes évidents de lutte, personne n'a vu ni entendu quoi que ce soit d'anormal. La nouvelle du meurtre filtre jusqu'à la presse. Terrence Samuel a couvert l'affaire pour le Roanoke Times. Comment une chose pareille avait-elle pu arriver ici? 2 personnes étaient mortes. C'était un assassinat brutal. Il y avait du sang partout. Et les journalistes cherchaient désespérément la moindre information. Ils assaillaient de questions tous ceux qui entraient et sortaient. Et nous pressentions tous qu'il s'agissait là d'une affaire majeure. Les techniciens du laboratoire scientifique du comté de Bedford analysent chaque recoin de la maison. Aucune trace d'effraction. Le sac à main de Nancy Haysom, à la vue de tous, contient encore une grosse somme d'argent liquide. Nous en avons déduit rapidement que le mobile du meurtre n'était pas le vol, et nous avons voulu comprendre pourquoi ces personnes avaient été si sauvagement assassinées. Dans la salle à manger, les enquêteurs trouvent l'empreinte d'une main ensanglantée sur le tissu d'un fauteuil. Appartient-elle à l'une des victimes ou bien au meurtrier?
Les enquêteurs prélèvent le morceau de tissu ensanglanté pour l'analyser. Les techniciens du laboratoire scellent toutes les ouvertures de la maison et procèdent à une fumigation à la colle forte. Le cyanoacrylate, un composant de la colle forte, se dépose sur les empreintes latentes et les fait apparaître. Puis les enquêteurs, à l'aide d'un réactif appelé luminol, inspectent la maison à la recherche de traces de sang cachées. Sous l'effet des rayons ultraviolets, les traces de sang apparaissent phosphorescentes dans l'obscurité. Certains dessins intriguent Garner, comme si le meurtrier avait esquissé des formes en nettoyant le sang à la serpillière. Celui ou celle qui a commis ce crime a passé du temps dans la maison pour effacer les traces de son passage sans pour autant y parvenir. Des traces de pas ensanglantés partent du cadavre de Derek. L'une d'entre elles semblait provenir d'une chaussure de tennis. Et il y avait 2 ou 3 autres empreintes de pieds partielles et une empreinte de pied complète, d'un homme en chaussettes apparemment. Les empreintes mènent dans le couloir, puis à la chambre à coucher, et finissent dans la salle de bain. Garner se demande alors si le tueur ne s'est pas lavé sur place avant de quitter les lieux. Nous avons analysé les douches, les lavabos et aussi le sol devant l'entrée de la salle de bain. Il y a du sang partout. Le ou les meurtriers des Essom se sont lavés dans leur salle de bain. Nous n'avions jamais rien vu de pareil. Nous n'avions vraiment aucune idée de ce qu'il s'était réellement passé dans la maison, ni du nombre exact de tueurs. Je savais que ça allait être une affaire très importante. Les heures passées à inspecter les lieux du crime n'apportent pas de réponse au shérif adjoint Garner, seulement de nouvelles questions. Il a une montagne d'éléments de preuves à analyser, des moyens limités et aucune piste sérieuse. Nous prélevions les différents éléments de preuve pour les envoyer au labo, avec l'espoir que celui-ci pourrait nous éclairer un peu sur la situation. À Richmond, le laboratoire de police scientifique de l'État de Virginie examine les pièces à conviction, tandis que le shérif du comté de Bedford contacte la direction de la police criminelle. Des inspecteurs de toute la Virginie étudient les clichés pris sur les lieux du crime. Les enquêteurs se demandent à présent si ce double homicide n'est pas une sorte de rituel satanique. Il y avait des dessins dans le sang répandu par terre qui semblaient indiquer que le crime était l'œuvre d'une secte quelconque. C'était la confusion la plus totale. Qui avait bien pu faire une chose pareille? Et pour quelle raison? Pourquoi le malheur s'abattait-il sur cette petite ville? La police n'ayant ni suspect ni mobile, les habitants du comté de Bedford craignent désormais que des tueurs satanistes ne rôdent dans la ville. Quand frapperont-ils à nouveau? Et qui sera leur cible? Le dimanche de Pâques, Garner assiste aux funérailles des victimes aux côtés de leurs familles et de leurs amis. Derek Essom, cadre à la retraite, dirigeait autrefois des aciéries en Afrique et au Canada. En 1959, il a rencontré Nancy et l'a épousée. Nancy Essom a grandi en Virginie. Son père était géologue, je crois. Il est parti travailler en Afrique. Terence Samuel, journaliste au Roanoke Times. Et de son côté, Nancy a rencontré un homme plus âgé qu'elle, Derek Essom. Ils se sont mariés et ont eu un enfant, Elizabeth. Derek a 3 enfants d'un précédent mariage et Nancy en a 2. Aux yeux de Garner, les Essom ressemblaient à la parfaite famille recomposée. Elizabeth fréquente l'université de Virginie où elle bénéficie d'une bourse d'études. Ses 2 demi-frères sont tous dans la vie active. James travaille comme ingénieur au Canada. Walter est médecin au Texas. Ronald est architecte et Victor est juriste en Nouvelle-Écosse. Ils avaient voyagé et vécu un peu partout. Ricky Garner, shérif adjoint du comté de Bedford. D'ailleurs, à l'époque des faits, leurs propres enfants vivaient éparpillés aux États-Unis ou aux 4 coins du monde. Nous avions du pain sur la planche, car il fallait reconstituer le puzzle. Et dès le début, l'affaire s'est avérée très compliquée. Cherchant désespérément une piste, les enquêteurs interrogent ceux qui connaissaient le mieux les victimes, leurs enfants.
Le week-end des obsèques, les enfants sont venus à Lynchburg pour assister à la cérémonie. Cela nous a donc permis de parler aux fils et aux filles des Haysom pour connaître leurs emplois du temps respectifs et cerner leur personnalité. Walter Haysom déclare aux enquêteurs qu'il était au Texas au moment du double meurtre. Le fils a été très coopératif. Il s'est même proposé de servir d'intermédiaire entre le bureau du shérif, les enquêteurs et le reste de la famille. Les policiers interrogent les 6 enfants Haysom, y compris la Benjamin, Elizabeth, âgée de 21 ans. Elle adorait ses parents et ne comprenait pas comment quelqu'un avait pu les assassiner. Elizabeth déclare à l'inspecteur Garner qu'elle était en voyage le week-end où ses parents ont été tués. Elle disait être allée à Washington avec son compagnon ce week-end du 30 mars. Ils avaient loué une voiture à Charlottesville, en Virginie, le vendredi 29 mars, pour se rendre à Washington. Et ils avaient passé le week-end à visiter la capitale et ses environs. Cet après-midi-là, ils sont allés au cinéma. À leur retour à l'hôtel, Elizabeth a commandé à dîner au service d'étage. Elizabeth et son ami Jens sont rentrés le dimanche soir à Charlottesville pour reprendre leurs cours le lundi. Le mercredi, elle a appris que ses parents avaient été tués. Garner demande à Elizabeth si ses parents avaient des ennemis. Elle lui dit qu'avant de prendre sa retraite, son père avait été au centre d'un violent conflit syndical. Monsieur Haysom avait eu des problèmes avec un syndicat en Nouvelle-Écosse. On nous avait dit qu'il s'était mis des gens à dos, qu'il s'était opposé au syndicat et que cela avait provoqué une polémique. Elizabeth ajoute qu'un de ses demi-frères a été fiancé à une femme fragile sur le plan émotionnel. Il l'a ensuite quitté pour épouser une autre femme. Elle nous a dit « Vous devez absolument chercher de ce côté. Cette femme est psychotique. Elle a très bien pu tuer mes parents. Vous devez absolument l'interroger. » Garner commence par vérifier l'histoire d'Elizabeth. Les reçus de cartes bancaires confirment qu'elle a bien loué un véhicule à Charlottesville, en Virginie, le 29 mars, et que son ami a payé leur nuit d'hôtel à Washington. Elizabeth a donc un alibi solide, comme tous ses frères et sœurs. Garner interroge la jeune femme des environs, mentionnée par Elizabeth, au cours de son audition, et qui a été fiancée à son demi-frère. Ses réponses intriguent l'inspecteur. Elle avait un comportement étrange. Nous ne savions pas si c'était une sorte de sociopathe. Elle faisait des déclarations bizarres au sujet des victimes et de leurs proches. Très bizarres. Mais pas suffisamment étrange pour faire d'elle un assassin. La police raye l'ex-fiancé de la liste des suspects lorsqu'elle constate que l'empreinte de son pied ne correspond pas à celle relevée sur les lieux du crime. Garner relit les déclarations d'Elizabeth à la recherche d'un détail qui aurait pu lui échapper. Puis, il fait une découverte surprenante. Nous avons examiné la facture de location de voiture et nous avons vu que le kilométrage indiqué était bien supérieur à la distance aller-retour entre Charlottesville et Washington. Garner calcule que la distance aller-retour entre Charlottesville et la capitale est d'environ 370 km. La facture de location indiquait qu'ils avaient parcouru plus de 1000 km ce week-end-là. Garner interroge à nouveau Elizabeth, mais cette fois à propos du kilométrage de la voiture. Elle lui explique que son amie et elle ont visité un grand nombre de sites touristiques autour de Washington. Ils sont allés un peu partout avant de se retrouver dans le Maryland. Alors je lui ai dit que nous allions devoir procéder à quelques vérifications. Nous allons devoir prendre vos empreintes digitales, déterminer votre groupe sanguin et nous avons besoin de votre empreinte de pied afin de la comparer à l'empreinte relevée sur les lieux. Êtes-vous d'accord?
Et elle m'a répondu, « Je ferai tout ce que vous voulez, aucun problème. » Quelques jours plus tard, je suis donc allé à Charlottesville. J'ai pris ses empreintes. J'ai prélevé un flacon de sang, j'ai badigeonné son pied d'encre et je lui ai demandé de marcher sur une feuille de papier. Elle a coopéré tout au long de la procédure. Le laboratoire compare les empreintes et le sang d'Elizabeth Haysom avec les échantillons prélevés sur les lieux du crime. Ces empreintes correspondent à celles prises dans la maison, mais c'était à prévoir. En revanche, le sang retrouvé dans la salle de bain n'est pas le sien, et son empreinte de pied ne correspond pas aux traces de pas ensanglantés laissées dans la maison. En se basant sur ces preuves matérielles, Garner conclut que ce n'est pas Elizabeth qui a tué ses parents. C'est à cette époque que nous avons commencé à nous intéresser à son compagnon. Garner se rappelle que l'ami d'Elizabeth, Jens Sering, avait un pansement sur la main à l'enterrement des Haysom. Il décide de lui poser quelques questions. Jens Sering, 19 ans, est le fils d'un diplomate allemand en poste aux États-Unis. Il voulait nous convaincre qu'il était plus malin que tout le monde, qu'il était très intelligent. Il s'est même offusqué qu'on puisse le considérer comme un suspect. Garner interroge Jens à propos du kilométrage supplémentaire sur la voiture louée pour leur week-end à Washington. Jens corrobore la version d'Elizabeth. Ils se sont perdus et ont tourné pendant des heures dans la capitale fédérale. Et je me souviens lui avoir dit, « Eh bien, vous deviez être drôlement paumé, car vous avez fait 650 km de plus que nécessaire. » Jens s'en tient à sa version. L'inspecteur Garner lui demande la même chose qu'à Elizabeth, échantillon de sang, empreinte digitale et empreinte de pied. Jens affirme qu'il aimerait coopérer, mais qu'il ne peut pas. Jens craignait que son père soit expulsé des États-Unis si lui-même était soupçonné de meurtre. Garner rassure le jeune étudiant. Ses analyses ont pour seul but de le rayer de la liste des suspects. Jens répond à Garner qu'il est trop occupé à réviser ses examens qui approchent. À l'époque, il a été l'une des rares personnes, voire la seule, à ne pas coopérer avec nous en matière de collecte des preuves matérielles. Finalement, Jens accepte de revenir le 16 octobre à Bedford pour donner ses empreintes et un échantillon de sang. Mais le 15 octobre, l'inspecteur Garner reçoit un appel téléphonique surprenant. C'est Walter Haysom qui a pris un vol du Texas pour rendre visite à Elizabeth. Lorsqu'il a appelé chez elle, sa colocataire a répondu et il a demandé à parler à Elizabeth. Mais l'étudiante lui a dit qu'Elizabeth n'était plus là. Walter lui a demandé quand elle devait revenir et la fille lui a répondu qu'elle ne reviendrait pas. Et il a dit comment ça, elle ne reviendra pas. La colocataire a rétorqué « Eh bien, elle n'habite plus ici. Elle est partie. En fait, elle vous a laissé une lettre. » Et Sering a laissé une lettre aux enquêteurs. Le frère a poursuivi comment ça, Sering a laissé une lettre. Et elle a répondu « Il est parti, lui aussi. » Garner n'en croit pas ses oreilles. Les deux seuls suspects de ce crime crapuleux sont en fuite. Je suis allé en voiture jusqu'à Lynchburg. J'ai pris le frère au passage, puis nous avons pris un vol pour Charlottesville. Elizabeth avait disparu, Jens avait disparu. Je me suis dit que nous étions sur la bonne piste, car ils avaient manifestement pris la fuite. Ce jour-là, Walter Haysom était en colère après la police et la justice, car il estimait que nous avions laissé filer les meurtriers. Mais sans preuve formelle de leur culpabilité, la police ne peut arrêter les deux suspects. L'inspecteur Garner rend visite à la colocataire d'Elizabeth. Elle lui remet les lettres d'Elizabeth et de Jens. Dans sa lettre à sa famille, Elizabeth explique que Jens et elle sont partis pour une destination non spécifiée et elle leur demande de ne pas tenter de la retrouver.
Jens a également laissé une lettre. Elle est adressée au shérif adjoint Garner. Jens avait laissé une lettre qui disait en substance qu'il n'était pas responsable du meurtre des Haysom, qu'il ne les avait pas assassinés, qu'Elizabeth et lui avaient décidé de commencer une nouvelle vie ailleurs, et qu'il regrettait qu'Elizabeth nous ait fourni ses empreintes et un échantillon de sang. Garner écarte l'hypothèse d'un meurtre satanique commis au hasard. Il soupçonne l'auteur de ce sanglant double meurtre d'avoir soigneusement planifié son geste. Elizabeth Haysom, 21 ans, et Jens Hering, 19 ans, sont désormais les principaux suspects. Possédant des cartes bancaires et un temps d'avance sur la police, ils peuvent être n'importe où dans le monde. À présent, l'inspecteur Garner sait que son seul espoir de les retrouver est de faire appel à Interpol. Vous venez d'écouter Interpol. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Interpol est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Alison Herkelens. Il a été réalisé par Stuart Taylor. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.